Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Merci de vous savoir nombreux en train de suivre la classe télévisée. Nous revenons pour le cours de biologie. Avant toute chose, il faut d'abord commencer par vous rappeler que nous sommes en état d'urgence. Ça signifie qu'il y a une pandémie qui nous menace, qui déjà prend du terrain chez nous en RDC. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut respecter les mesures barrières, c'est-à-dire quoi? Éviter d'être en contact de moins d'1 mètre avec vos amis. Éviter ce qu'on appelle des accolades qu'on faisait avant. Lavez-vous les mains régulièrement avec le savon ou bien avec une solution hydroalcoolique. Et cela va vous permettre à ne pas attraper ces virus mortels. Alors, nous revenons pour notre cours de biologie. La fois passée, nous avons vu ce qu'on appelle les lois de Mendel. Alors, nous avons dit le Mendel avait postulé combien de lois? Mendel avait postulé 3 lois. De son vivant, ces lois n'étaient pas encore acceptées par les scientifiques, mais ce n'est qu'après sa mort en 1900, quand on a redécouvert ces lois, qu'ils ont accepté que les lois de Mendel sont considérées comme les lois de l'hérédité. Il est considéré de nos jours comme le père de la génétique moderne. Alors, Mendel avait émis ou bien postulé 3 lois. Nous avons dit la première loi, c'est la loi d'uniformité des hybrides. Ici, ça signifie quoi? Lorsque on fait le croisement, lors de la première génération, tous les individus sont identiques. Donc, il y a uniformité des hybrides. La deuxième loi, c'est la loi de pureté des gamètes qu'on a déjà évoquée quand on a parlé du monohybridisme. Et la troisième loi, c'est ce qu'on appelle la loi de libre récombinaison. Cette loi, maintenant, s'applique au di- et au polyhybridisme. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous allons utiliser ou bien interpréter la troisième loi de Mendel qui s'appelle ou bien s'intitule la loi de libre récombinaison. Dans cette loi, nous avons dit elle s'applique seulement au dihybridisme et au polyhybridisme. Raison pour laquelle le sujet de notre leçon d'aujourd'hui va s'intituler le dihybridisme. Voilà. Alors, premièrement, nous allons commencer par la définition de ce qu'on appelle le dihybridisme. Qu'entendez-vous par dihybridisme? Le dihybridisme, c'est le croisement qui s'opère entre individus qui diffèrent par 2 paires d'allèles ou bien 2 couples d'allèles. C'est-à-dire que si nous considérons ce qu'on appelle le critère morphologique, dans le critère morphologique, qu'est-ce que nous avons? Quels sont les éléments qui entrent en jeu dans le critère morphologique? Nous avons la forme, la taille et la couleur. Ça, ce sont les éléments qui interviennent dans le critère morphologique. Alors, nous avons dit le dihybridisme, c'est un croisement qui s'opère entre individus qui diffèrent par 2 couples d'allèles ou bien 2 paires d'allèles. Alors, on le note rapidement. C'est un croisement qui s'opère entre individus qui diffèrent par 2 couples d'allèles. L'allèle en question, on peut aussi appeler caractère. Voilà ce qu'on appelle le dihybridisme. Di veut dire 2, c'est-à-dire qu'il y a des éléments
qui font la différence dans le croisement. Ici, nous allons utiliser les critères morphologiques parce que vous allez remarquer qu'on va évoquer les cas d'un gène autosomal. La fois passée, nous avons dit un gène autosomal, c'est quoi? Est un gène porté par un chromosome non sexuel. Voilà ce qu'on appelle le gène autosomal. Donc, dans le critère morphologique, si nous voulons tenir compte de gène autosomal, dans les critères morphologiques, nous allons choisir les 3 éléments qui le constituent. Alors, interprétation maintenant, comme deuxième point, interprétation de la 3e loi de Mendel. Interprétation de la 3e loi de Mendel. Alors ici, nous avons dit la 3e loi de Mendel, c'est la loi de libre récombinaison. C'est-à-dire que cette loi s'applique seulement au dihybridisme et au polyhybridisme. Alors, interprétons ensemble cette loi. Ici, il y a des hypothèses. La première, dont Mendel avait tiré profit. La deuxième, Mendel était incapable de le décrire et c'est un autre scientifique qui était venu le décrire, qui s'appelait Thomas Morgan. On va l'évoquer rapidement. Premièrement, lors de la formation des gamètes, c'est-à-dire lors de la gamétogénèse, comme nous avons dit ici qu'il y a 2 couples de caractères qui font la différence entre les individus, lors de la formation des gamètes, lorsque les 2 gènes sont portés par des chromosomes différents, j'insiste, lorsque les 2 gènes sont portés par 2 chromosomes différents, on parle de dihybridisme avec ségrégation indépendante. Pourquoi? Parce que chaque gène appartient à son chromosome. Voilà ce qu'on appelle le dihybridisme avec ségrégation indépendante. Là, c'est ce que Mendel avait tiré profit, ce que Mendel a trouvé facile à travailler. Deuxièmement, lors de la formation des gamètes, lorsque les 2 gènes sont situés sur un même chromosome, là, Mendel est incapable de les décrire. Et c'est maintenant un autre scientifique qui était venu pour bien décrire cela. Il s'appelait Thomas Morgan. Alors ici, qu'est-ce qui se passe lorsque maintenant les 2 gènes sont situés sur un même chromosome? Il se passe ceci. On dit qu'il y a liaison des gènes. On dit que ces gènes-là sont liés. Pourquoi ils sont liés? Parce qu'ils se placent tous sur un même chromosome. Et Thomas Morgan a appelé ça le linkage. Il a appelé ça linkage. Linkage qui vient du mot anglais linkage. Donc, le linkage. Il y a liaison de gènes ou le linkage. Donc, vous comprenez que dans l'interprétation de la 3e loi de Mendel, la première interprétation, c'est l'interprétation de Mendel. Mais la deuxième, ce n'est pas l'interprétation de Mendel parce que Mendel était incapable, quand on lui avait posé la question pour la deuxième hypothèse, Mendel était incapable de le résoudre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'il y ait un autre scientifique pour le décrire. Alors ici, nous avons dit lors de la formation de gamètes, je reprends, lors de la formation des gamètes, ça c'est ce que Mendel a évoqué, lorsque les 2 gènes sont situés sur 2 chromosomes différents, on parle de dihybridisme avec ségrégation indépendante. C'est-à-dire, on parle de ségrégation indépendante parce que chaque gène occupe un chromosome. Chacun des gènes appartient à un chromosome. C'est-à-dire que les 2 gènes ne sont pas sur un même chromosome. Là, c'est ce qu'on appelle dihybridisme avec ségrégation indépendante. Deuxièmement maintenant, lors de la formation de gamètes, si ces 2 gènes-là maintenant sont placés sur un même chromosome, là on dit qu'il y a liaison des gènes, on dit que ces gènes-là sont liés. Et Mendel est incapable de le décrire. Et là, quand on parle de liaison de gènes, on peut aussi évoquer ce qu'on appelle le linkage. On appelle ça aussi linkage. Voilà ce qu'on va noter. Pendant la formation des gamètes, ou bien la gamétogénèse, lorsque les 2 gènes sont situés sur 2 chromosomes différents, on parle du dihybridisme
dihybridisme avec ségrégation indépendante. Avec ségrégation indépendante. Ça, c'est l'hypothèse sur laquelle Mendel s'est accroché. Deuxième hypothèse. Pendant la formation de gamètes, donc je peux dire la gamétogénèse comme j'avais écrit en haut, c'est la même chose. Lorsque les deux gènes sont situés sur un même chromosome, on dit qu'il y a liaison de gènes. On dit qu'il y a liaison de gènes. Il y a liaison de gènes ou linkage. Développé par qui? Par Thomas Morgan. Voilà l'interprétation de la troisième loi de Mendel. Sans tarder, nous passons maintenant à ce que Mendel avait donné. Parce que le linkage sera donné dans le chapitre sur la théorie chromosomique de l'hérédité. Le linkage sera donné, j'insiste, dans le chapitre sur la théorie chromosomique de l'hérédité. Mais ce que nous donnons aujourd'hui, c'est le dihybridisme avec ségrégation indépendante. Donc, c'est-à-dire que le cas de Mendel, ce que Mendel avait développé. Alors, prenons 2.1, dihybridisme avec ségrégation indépendante. Dihybridisme avec ségrégation indépendante. Alors ici, on ne peut pas parler encore de la définition parce qu'on a déjà défini ça ici. Nous avons dit, on va parler de ségrégation indépendante lorsque les deux gènes sont situés sur deux chromosomes différents. Alors ici, directement, nous commençons toujours par les gènes, comme ici, c'est le dihybridisme. Pour le monohybridisme, on avait parlé d'un gène autosomal. Comme c'est le dihybridisme, donc c'est deux gènes. Donc, on va parler des cas de gènes autosomaux. Cas de gènes autosomaux. Ici, je venais déjà d'expliquer ce qu'on appelle un gène autosomal. Un gène autosomal, j'avais dit, c'est quoi? C'est un gène porté par un chromosome non sexuel. Donc, vous comprenez qu'ici, notre hérédité n'est pas encore liée au sexe. Alors ici, quels sont les cas que nous allons évoquer pour le cas des gènes autosomaux? Pour les dihybridismes avec ségrégation indépendante, nous allons évoquer 3 cas seulement, contrairement au monohybridisme où nous avons évoqué 5 cas. Le premier cas, nous allons parler de dihybridisme avec dominance. Dihybridisme avec dominance pour les deux couples d'allèles. Pour les deux couples d'allèles. Deuxièmement, nous allons parler de dihybridisme
avec dominance. Pour un couple et sans dominance pour l'autre. Et enfin, le troisième, c'est le dihybridisme avec double codominance. Avec double codominance. Le dihybridisme avec double codominance. Voilà le 3 cas que nous allons étudier dans le dihybridisme avec ségrégation indépendante, cas de gènes autosomaux. Aujourd'hui, nous allons développer le dihybridisme avec dominance pour les 2 couples d'allèles. Ici, nous allons nous référer au monohybridisme avec dominance. Donc, je vais prendre A, dihybridisme avec dominance pour les 2 couples. Et là, nous allons nous référer au monohybridisme avec dominance. À la 2e génération, qu'est-ce que nous avons obtenu dans le dihybridisme avec dominance? Nous avons obtenu ceci. Donc, je peux dire en F2. Pour le monohybridisme avec dominance, on avait obtenu quoi? 3 sur 4 plus 1 sur 4. Comme il s'agit de dihybridisme, c'est-à-dire 2, donc c'est-à-dire comme il y a une dominance 2 fois, nous allons reprendre les mêmes fractions ou bien les fractions que nous avons ici. Donc, on aura 3 sur 4 plus 1 sur 4. Cela va nous donner quoi? Ici, déjà, les dénominateurs communs sera combien? 16. Alors, on va commencer la multiplication. 3 multiplié par 3, ça nous donne combien? 9. 3 multiplié par 1, ça nous donne combien? 3. 1 multiplié par 3, ça donne combien? 3. Et 1 multiplié par 1, ça nous donne combien? 1. Ici, vous comprenez directement que dans le dihybridisme avec dominance, ici, on aura à la 2e génération combien de phénotypes? 4 phénotypes. Vous voyez qu'à la 1re génération, il n'y avait que combien de génotypes? Pardon, combien de phénotypes? 2. Mais là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. On va faire le calcul pour savoir si ça va donner 16. Donc, on aura ceci. 9 plus 3, ça donne 12. 12 plus 3, ça donne 15. 15 plus 1, ça donne combien? 16. Donc, nous avons 16 sur 16. Ici, dans le monohybridisme avec dominance, on avait combien de cases? Notre échiquier était constitué de combien de cases? Notre échiquier était constitué de 4 cases. Mais là, maintenant, notre échiquier sera constitué de combien de cases? 16 cases. Donc, vous comprenez que dans le dihybridisme avec dominance pour les 2 couples d'allèles, à la 2e génération, on aura un échiquier constitué de combien de cases? De 16 cases. Et on aura combien de phénotypes? 4. C'est ce que je vais noter. Et je vais donner rapidement un exemple. Voilà, je le donne. Donc ici, qu'est-ce que vous comprenez? Donc, à la F1, comment sera notre dihybride? Les dihybrides est dominant. Il y aura combien de phénotypes? Il y a 4 phénotypes. Contrairement au monohybridisme où il y en avait combien? Que 2. Voilà. Avec ça, nous avons donné les caractéristiques de dihybridisme avec dominance pour les 2 couples d'allèles. Rapidement, nous allons prendre un exemple. Dans l'exemple en question, je vais juste énoncer et écrire ce qui est important. Je disais,
on croise deux races pures de tomates. Ça, c'est l'exemple. On croise deux races pures de tomates. Donc, deux races pures de tomates. Les caractéristiques, on dit l'une de taille haute à feuilles entières et l'autre de taille naine à feuilles découpées. Les dihybrides de la première génération est de taille haute à feuilles entières. Les dihybrides de la première génération nous donnent quoi? De tomates de taille haute à feuilles entières. Et on dit maintenant, on croise les dihybrides de la première génération entre eux. La question qu'on nous a posée, c'est de donner la deuxième génération ou bien donner le contenu de la deuxième génération. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? À la F1, on dit que tous les individus sont comment? Taille haute et feuille comment? Entière. C'est là, après le croisement de races pures de tomates. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit maintenant, la F2 est constituée de quoi? De la F1 croisée entre... Donc, on croise les individus de la F1 entre eux. La question maintenant, c'est de trouver cette deuxième génération. Comment trouver la deuxième génération? Comme il s'agit du dihybridisme avec dominance, revenons encore au monohybridisme avec dominance. Qu'est-ce que nous avons dit? Il y a deux caractères. Le premier caractère qui est dominant sera noté par la lettre majuscule de ce qu'on appelle de son critère morphologique. S'il s'agit de la couleur, par exemple la couleur rouge, on va noter par R majuscule. Tandis que le deuxième caractère est appelé caractère récessif, qui sera noté par la lettre minuscule du caractère dominant. Alors ici, comme nous constatons à la première génération, nous avons seulement des individus ou bien des tomates de taille haute à feuilles entières. Nous avons seulement des tomates de taille haute à feuilles entières. Donc, je disais race pure. Hein? J'ai oublié de mettre pure. Merci beaucoup. Race pure de tomates. Donc, qu'est-ce que vous allez constater? À la première génération, nous avons eu les tomates de taille haute à feuilles entières. On nous dit maintenant de donner la deuxième génération qui n'est constituée que des individus de la première génération entre eux. Donc ici, haute commence par quelle lettre? Par la lettre H. Donc si nous prenons le parent, on aura HH qui signifie haute parce que nous avons dit un caractère toujours repris deux fois. Comme ici, nous avons combien de critères? On a combien d'éléments du critère morphologique, pardon? Deux éléments. Nous avons la taille et quoi? La feuille. Ici, c'est quoi? C'est la forme de la feuille. Alors ici, entière commence par quelle lettre? E. Donc, on va écrire E majuscule, E majuscule. Là, maintenant, on les a croisés avec quoi? On les a croisés avec des tomates de taille naine à feuilles découpées. Taille naine, maintenant, nous avons dit, pour le monohybridisme avec dominance, le caractère récessif est écrit par la lettre minuscule du caractère dominant. C'est-à-dire, comme nous avons écrit comme ça, pour le caractère récessif, cela serait écrit par la lettre ou bien par les lettres minuscules du caractère dominant. Voilà comment étaient les parents lors de ce croisement. Vous remarquez que c'est de race pure. Nous avons dit, on appelle homozygote race pure lorsque vous avez le caractère qui sont identiques. Vous avez H majuscule, E majuscule, E majuscule. H minuscule, E minuscule, E minuscule. Voilà ce qu'on appelle race pure. Donc, voilà les deux races pures de tomates qu'on a croisées. Et alors, ici, pour le gamète de la première génération, là, nous allons prendre seulement la deuxième loi de Mendel. Un caractère, donc ici, et
Les individus de la première génération, nous avons dit, sont comment? Sont de taille haute à feuille entière. Donc, c'est-à-dire quoi? On va combiner taille, taille, forme, forme. Donc, on va commencer par grand H, petit h, grand E, petit t. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle taille haute, feuille entière. Mais est-ce qu'ici c'est de race pure? Non. Là, c'est hétérozygote parce que c'est un hybride. On appelle ça les dihybrides. Dihybride parce qu'il s'agit de dihybridisme. Alors ici, maintenant, on dit F2, c'est quoi? Ce sont les individus de la première génération entre eux. Cela va nous donner quoi? Grand H, petit h, grand E, petit t, croisé avec grand H, petit h, grand E, petit t. Pour avoir le gamète de la deuxième génération, là maintenant, il faut procéder à l'arbre de parties qu'on a fait à l'école secondaire. C'est-à-dire quoi? Nous allons prendre la taille. En face de la taille, on va mettre les deux formes. La première forme, c'est quoi? Entière. Et la deuxième forme, c'est découpée. Alors, cet arbre va nous donner quoi? Grand H, petit, et grand H, grand E. Et ici, on aura quoi? Grand H, petit E. Et, prenons maintenant pour l'autre. Si nous prenons taille naine, c'est la même chose. En face de quoi? De deux formes. Entière et découpée. Cela va nous donner quoi? Petit h, grand E, et petit h, petit E. C'est à partir de ces quatre caractères-là que nous allons faire notre échiquier. Nous avons dit notre échiquier ici aura combien de cases? 16 cases. Terminons rapidement l'échiquier et je vous donne un devoir. On va constituer notre échiquier rapidement. Nous avons dit notre échiquier aura 16 cases. Et alors, je vais tracer cet échiquier. Regardez les amis, ce n'est pas difficile. Voilà. Ici, c'est mâle. Là, c'est femelle. Je vais maintenant compléter le 4 phénotypes ici. J'aurai quoi? Grand H, grand E, grand H, petit E, petit H, grand E, petit H, petit E. La même chose, je vais le faire ici. Grand H, petit E, grand H, grand E, grand H, petit E, petit H, grand E, petit H, petit E. Alors, ensemble, allons-y, travaillons. Quand on fait le croisement ici, on aura quoi? Grand H, grand E, grand E. Je crois que tout le monde a suivi. Grand H, grand E, grand E. Là-bas aussi, grand H, grand H. Maintenant, grand E, là-bas, c'est petit E. Ici, on aura quoi? Grand H, petit H, grand E, grand E. Et là-bas, on aura quoi? Grand H, petit H, grand E, petit T. On vient ici, on aura quoi? Grand H, petit E, et grand E, pardon, petit E. On aura quoi? Grand H, petit E. Vous avez ici grand H, petit H, grand E, petit E. Vous avez là grand H, petit H, petit E, petit E. La même chose ici. Grand H, petit H, grand E, grand E. Ici, on aura quoi? Grand H, grand E, petit E. Là-bas, on aura quoi? Grand H, petit H, pardon. Grand E, grand E. Et là-bas, on aura petit H, grand E, petit E. Terminons la dernière ligne. On aura quoi? Grand H,
grand E, petit E. Et vous aurez encore grand H, petit E. Là-bas, vous aurez petit H, grand E, petit E. Et enfin, on aura quoi? Petit H, petit E. Il faut que nous puissions respecter à la fin ce que nous avons noté. 9, on avait noté comme... Oui, je sais. Ici, il faut c'est 9, 3 et 1. Donc, il faut que nous respections ce qu'on appelle ces phénotypes que nous avons évoqués avant. Allons-y. Nous allons voir maintenant là où il y a taille haute, feuille entière, c'est-à-dire là où il y a la présence des grands H et de grands E. On va compter ces cases. La première, c'est ça, je mets très bien. La deuxième, c'est ça, je mets très bien. La troisième, je mets très bien. La quatrième, je mets très bien. Donc, c'est déjà 4 dans la première ligne. Donc, là où il y a grand H et grand E, c'est-à-dire là où vous trouvez la présence de grand H et grand E, vous comptez ça comme taille haute, feuille entière. Deuxièmement, nous venons encore dans la deuxième ligne. Très bien, mais pas ça. Regardez ici. Ici, il n'y a pas de grand E. Donc, on ne tient pas compte de ça. Mais ici, il y a grand E. Très bien. Ici aussi, il n'y a pas grand E. Il n'y a pas grand E, donc on ne prend pas ça. On vient ici, OK. Là, OK. Ici, non, parce qu'il n'y a pas grand H. Là-bas aussi, parce qu'il n'y a pas grand H. Ici, c'est bon. Là, il n'y a pas grand E. Là-bas aussi, il n'y a pas grand H. Ici, il n'y a pas aussi grand H. On va compter 6 et 9. On y va ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez, nous avons respecté comme phénotype. Nous avons 9 sur 16, taille haute, feuille entière. Maintenant, nous allons prendre taille haute, feuille découpée, c'est-à-dire grand H et petit E. On y va. On va commencer par le premier, c'est ça. Je mets X. 1. Je viens encore là, je mets X. 2. Je cherche. Je viens encore ici, je mets X. C'est combien? 3. Nous respectons toujours ça, donc c'est 3 sur 16. Taille haute. Mais feuille comment? Feuille découpée. Troisièmement, nous allons chercher taille naine, mais feuille entière. C'est-à-dire présence des petits H et de grands E. Là où on trouve petits H et de grands E. Allons-y. On y va. On vient ici. Je mets un point. 1, 2 et 3. C'est tout. Donc, petit H grand E, petit H grand E, petit H grand E. Donc, on aura 3 sur 16. 3 sur 16. Taille naine. Et feuille entière. Et enfin, il nous restera seulement une seule case que je mettrai comme point d'interrogation. C'est quoi? Taille naine, feuille découpée. Donc 1 sur 16. Taille naine et feuille découpée. Voilà les amis, ce que nous venons de voir. Rapidement, je donne un devoir. Ici, déjà, je vous donne seulement les dihybrides. Comme devoir. À la F1, les dihybrides est constitué de quoi? À la F1, les dihybrides est constitué de le dihybride est taille courte, grain ovale.
grain ovale. Et on vous dit que cela provient du croisement de quoi? Provient du croisement de deux races pures de pois, deux races pures de pois. Le premier, sa taille était comment? Courte. La forme de graine ou bien de grain ovale. Et le deuxième, taille moyenne. Taille moyenne et grain rond. La question maintenant, on vous demande de trouver la F2 qui n'est constituée que des individus de la F1, croisés entre eux. Donc, ici, vous remarquez déjà que je vous ai donné le résultat de la F1, c'est-à-dire le dihybride, pardon, ce n'est pas le dihybridisme, le dihybride, notre dihybride est comment? Est de taille courte, mais a des grains ovales. Mais cela provient de croisement de deux races pures de pois. La première race pure de pois était constituée de plantes de taille courte, mais à grains ovales. Et la deuxième, taille moyenne, grain rond. Mais on a constaté qu'à la première génération, c'est seulement la première race qui est sortie. La raison pour laquelle on vous demande de trouver la F2 par rapport à ce que moi je fais ici. Donc, quand vous faites ça, vous envoyez ça au 082 152 62 27. Alors, je rappelle rapidement ce que nous venons de voir. Nous venons de voir le dihybridisme. Nous avons dit que le dihybridisme, c'est le croisement entre individus qui diffèrent par deux couples de caractères. Nous avons dit ceci, que nous avons dit que il y a dans l'interprétation de la troisième loi de Mendel, il y a premièrement la ségrégation indépendante, c'est lorsque les deux gènes sont portés par deux chromosomes différents, et on a parlé du linkage lorsque les deux gènes sont portés sur un même chromosome. Nous avons développé le dihybridisme avec ségrégation indépendante, le cas des gènes autosomaux. Nous avons parlé de dihybridisme avec dominance pour les deux couples de caractères. Et alors, ici, qu'est-ce que vous devez retenir? Après avoir travaillé, vous envoyez les réponses au numéro que j'ai donné, tout en respectant les mesures barrières édictées par les autorités du pays et en continuant à travailler parce que l'examen d'État, c'est pour bientôt. Ne soyez pas découragés. Respectez les mesures barrières. Si vous n'avez rien à faire, restez chez vous, travaillez. Suivez Éduc TV et les chaînes partenaires qui vont continuer à vous donner les enseignements malgré que nous sommes en état d'urgence. Donc, vous allez continuer à suivre les enseignements. Quant à moi, je vous remercie et on se voit à la prochaine. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.